Notre mission principale, vous le savez, ce sont les étudiants francophones qui choisissent de faire le parcours universitaire de leur choix en Israël. Et pour nous, si vous voulez, ce qui est le plus important, c'est effectivement de faire en sorte que ces espoirs de licence, de master se concrétisent d'une manière la plus exemplaire possible. Et à cet égard, si vous voulez, je voudrais tout d'abord remercier infiniment mes deux collaboratrices, Elisiana et Anna Serrero, qui font évidemment les petites fées, les faiseuses de miracles auprès de chacun et de chacune de ces étudiants pour faire véritablement qu'un accompagnement très bienveillant, mais très rigoureux aussi, parce qu'on est quand même dans un lieu d'études et d'excellence qui exige un certain standard d'études, font en sorte que effectivement ça se passe le mieux possible. Et la bonne nouvelle, c'est que cette année, eh bien, nos étudiants finissent l'année brillamment et avec les diplômes qui s'imposent à la clé. Donc ça, c'est déjà du bonheur. C'est aussi un moment particulier, je vous l'avais dit, Richard Malka, c'est un invité comme on les aime. Un homme courageux qui n'hésite pas à se mettre en danger pour s'investir et défendre les combats dans lesquels il croit. Je lui souhaite bien sûr la bienvenue. Je vous en dirai un peu plus sur lui, sur son parcours dans quelques minutes. Ce que je peux déjà partager avec vous, c'est une phrase de Camus. Vous savez qu'on adore Camus dans ce collège. On avait fait la journée de la francophonie autour de la langue française, c'est ma patrie, si vous vous en souvenez. Il a dit à propos de la justice, on a déclaré qu'il fallait d'abord la justice et que pour la liberté, on verrait après, comme si des esclaves pouvaient jamais espérer obtenir la justice. Alors avec Richard Malka, on parlera de justice, mais on parlera aussi beaucoup, beaucoup de liberté. Et puis un rendez-vous particulier parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, nous avons tenu toutes nos promesses. Et je voudrais d'abord remercier infiniment celui qui nous accompagne depuis qu'il est en poste en Israël. C'est son Excellence l'ambassadeur Éric Danon, qui est très proche de nous et qui fait un double travail tout à fait extraordinaire. D'abord, il est bien sûr la voix de la République française auprès du gouvernement israélien et il fait des choses dont on ne peut pas parler en détail. Mais en tout cas, le résultat est là. Les liens n'ont jamais été aussi forts, des liens de confiance, des liens de compréhension, des liens qui portent véritablement un message d'amitié. Et ça, ce n'était pas évident compte tenu des gens qui l'avaient précédé et de cette espèce de difficulté de dialogue entre Israël et la France pendant autant d'années. Eh bien, lui, il a réussi, malgré le corona, malgré une année difficile, à faire véritablement que ces liens se reforment de la meilleure manière qui soit. Et puis au-delà, il a aussi donné à la communauté francophone d'Israël quelque chose de plus, cette espèce de sérénité et de joie de pouvoir vivre leur francophonie à plein, avec énormément d'événements, avec énormément d'accompagnement, avec un investissement formidable dans toutes les structures francophones d'Israël. Et ça, c'est très important pour nous parce qu'enfin, on peut retrouver cette espèce de bonheur de double appartenance en étant à la fois assez content de continuer à penser, à rêver en français, à lire, à voir des films, à écouter de la musique ensemble, à parler, à réfléchir, à se retrouver pour un très très grand nombre de meetings et de réunions qui nous permettent d'explorer tous les sujets qui sont importants. Et ça n'est pas rien, tout en conservant complètement notre citoyenneté israélienne à laquelle on tient tant, puisque on est tous là complètement fous de notre pays. Ça n'est pas vraiment une surprise. Je voudrais saisir cette occasion parce que tout au long de l'année, j'ai remercié tous les gens qui nous soutiennent en les citant les uns après les autres. Alors ce soir, j'ai un peu de chance. Il y en a beaucoup qui sont là, donc je vais pouvoir le faire directement en les regardant dans les yeux, en leur demandant après l'ambassadeur qui va introduire cette conférence, qu'ils disent quelques mots pour montrer un petit peu la manière dont tout ce puzzle des différentes structures francophones s'organise autour d'une espèce de stratégie qui fait qu'on a envie de renforcer tous ces liens et toutes ces missions des uns et des autres dans tous les domaines. Alors, tout d'abord, l'annonce d'un nouveau partenariat avec l'Union des Français de l'étranger, dont le président est Gérard Pompert. Merci infiniment, Gérard. Le vice-président est mon ami Claude Oliel. Ils vont prendre aussi non seulement un partenariat complet, mais également le parrainage d'un de nos étudiants. Et ça s'ajoute
au parrainage de Claude Aliel depuis tant d'années, qui lui aussi s'occupe d'un étudiant depuis plusieurs années. Merci infiniment. Voilà. Ensuite, je voudrais saluer Valérie Offenberg. Valérie est une amie de longue date. Elle a été la vice-présidente de notre association à Paris pendant de longues années, auprès de Simone Veil et de Claude Goasguen. Et à chaque fois que j'évoque leur mémoire, vous le savez ici, vous qui me connaissez, à quel point j'avais de l'affection, de la tendresse et infiniment de respect pour tous les deux. Ils ont été des soutiens merveilleux et Valérie nous a fait des choses extraordinaires, dont un partenariat avec Paris Dauphine. Donc bienvenue, tu sais que tu es chez toi ici et c'est formidable. Alors, je voudrais remercier nos référents académiques. Le premier, c'est le professeur Denis Charbit en Israël, qui, lui, avec sa rigueur et son exigence de qualité, véritablement nous encadre d'une manière remarquable et fait que tous nos rendez-vous et toutes les manières dont on en parle se font de la meilleure manière qui soit, en dehors du fait qu'il enseigne, bien sûr, dans ce collège. Merci mille fois d'être à nos côtés, cher Denis. Et puis aussi à Gérard Rabinovitch, professeur Gérard Rabinovitch, qui est le directeur de l'Institut Lévinas à Paris, de l'Alliance israélite universelle. Venez, prenez place. Et lui, bien sûr, au sein de l'Alliance, nous accompagne du côté français. L'Alliance israélite universelle, bien entendu, avec Dvorah Sereo à sa tête, et puis son président, qui est Mark Eisenberg. Bon, Mark Eisenberg, je ne vais pas vous le présenter, c'est un hyperactif qui fait tout, partout. Il est le président de l'Alliance mondiale. Il a créé en Israël une magnifique structure qui s'appelle Kalita, qui s'occupe énormément des francophones d'Israël, qui les aide dans plein de domaines, et une station de télévision, un web, une radio, etc. Il a racheté Radio Juive, il a racheté Actu Juive. Enfin bref, il est un peu partout, mais il est surtout très présent également en Israël et nous aide beaucoup. Donc on le remercie bien entendu. Sam Pinto, qui est avec nous ce soir, à qui je voudrais dire infiniment merci. Il nous soutient depuis des années. Il est le président de Kiar en Israël. Il s'occupe, je ne sais pas quel est ton poste à Mikvé Israël, le collège français, mais je sais que tu es très actif. Donc merci d'être là. La ville de Natania. Alors j'ai ce soir deux représentants importants. J'ai M. Sabat qui est là, qui est aussi au directoire de Natania et également président de la commission exécutive du collège du NAC, et dont il est un des fondateurs. Et je rappelle toujours, parce que c'est quand même une dynastie, les Sabbats, que son papa, Alfonso, a été un des deux candidats avec Albert Einstein à la présidence de l'État d'Israël. Donc, il est là ce soir. Je le remercie infiniment, Samuel. Il est très présent aussi avec nous tout au long. Et puis, j'ai Avis Lama, un de nos anciens étudiants, qui s'occupe beaucoup de la communauté francophone de Natania et qui le fait avec un talent et un dévouement extraordinaire. Il a été véritablement la marque de référence pendant toute l'année de Corona pour tous les francophones, et c'était formidable parce qu'il a véritablement mis au courant chacun des groupes, et c'était très important parce qu'il faut dire qu'on était comme tout le monde, un peu confus et un peu désemparés pendant cette année difficile, et il était là pour tout le monde. Donc c'était formidable. Donc, je voudrais aussi remercier bien sûr nos fondations, la fondation de Michel Botquier, la fondation Underwood, et puis la fondation de Serge Azria de Los Angeles, qui nous accompagne depuis des années, nos amis d'Elnet France, qui sont très présents, avec Arié Ben Semoun. Je crois que notre invité va se souvenir de son nom, parce qu'on ne va pas vous raconter comment Richard Malka est là, mais ça n'a pas été très simple, en fait, mais il a fait preuve à la fois de grâce et d'une grande amitié, et il a accepté tous les changements de dernière minute parce qu'il avait envie d'être là, et je l'en remercie encore une fois. Je crois que j'ai cité tout le monde et que j'ai oublié personne. Je voudrais faire un petit coucou quand même à Carole Azoulay, notre directrice de communication, et notre enseignant qui s'est inventé une nouvelle carrière de metteur en scène de visioconférence, Michael Zouari, qui n'est pas là ce soir parce qu'on est en vrai, on est en présentiel. Et avec votre permission, je vais user et abuser de mon affection pour l'ambassadeur Danon, qui est mon ambassadeur préféré, à qui je vais demander de s'adresser à nous. Éric.
Merci beaucoup, cher Claude. Bonsoir à tous. Il y a beaucoup d'amis dans la salle. Je me réjouis d'être là pour, je ne sais pas, conclure ou, enfin, quelque part, et en même temps introduire la conférence de Richard ce soir, parce que c'est lui la star ce soir. Et donc, dire d'abord combien, cher Claude, je te félicite de cet extraordinaire cycle de conférences qui a encore une fois été un succès dans des conditions particulièrement difficiles parce que le Covid rendait tout un peu compliqué. Et puis ça s'est fait sur un sujet passionnant. Il faut remercier aussi et féliciter toutes tes équipes qui ont monté tout ça, et l'équipe du Collège académique de Netanya, les professeurs et amis associés à cette aventure, parce que c'est une aventure, et notamment Denis Charmide et puis Gérard Rabinovitch qui peut-être nous écoute, et puis ceux qui ont présenté les conférences, Paul Amar, Arié Ben Semoun et tous les autres. Et puis moi je suis aussi heureux évidemment que l'Institut français d'Israël soit maintenant partie prenante modestement de cette aventure, et je voudrais juste te dire que nous comptons bien poursuivre cette coopération. Justice difficile, justice impossible, posée comme un questionnement. Alors, tu parles d'une question, quoi. Et est-ce qu'il faut, au terme de ces débats, tenter d'apporter une réponse? Moi, j'aurais tendance à m'appuyer sur la tradition juive, consistant à répondre par un autre questionnement, qui pourrait être: y a-t-il jamais eu de justice facile? Parce que, en fait, la justice n'est malheureusement facile que sous les dictatures, qui sont des régimes qui réduisent à rien ou à peu de choses la complexité des hommes et qui les catégorisent en bons ou en mauvais au gré d'approches idéologiques ou militantes, toujours simplistes et toujours radicales. Mais pour autant, en fait, de l'autre côté, la démocratie, le meilleur des régimes à l'exception de tous les autres, pour paraphraser Churchill, la démocratie n'est pas en soi le gage d'une bonne justice. La Grèce invente la démocratie, mais sa justice n'en fait pas moins boire la ciguë à Socrate. Alors bien sûr, nous savons bien que nul ne pourra jamais proclamer que le monde est devenu juste. Et c'est sans doute le combat le plus essentiel des hommes, que de vouloir vaincre l'injustice. Un combat sans fin, à l'évidence. Mais ce que ce cycle de conférences a magnifiquement montré, c'est la modernité de cette interrogation et la nécessité toujours d'en débattre. Et pour une raison très simple, c'est que l'interrogation sur la justice, difficile, voire impossible, cette interrogation renvoie très directement à l'état de santé de nos démocraties. Or, permettez-moi de dire en quelques mots que, à mon avis, celles-ci perdent leurs repères et leurs points d'appui traditionnels. À l'extérieur, le monde est devenu imprévisible et instable, porteur de promesses, bien sûr, toujours, mais aussi de très grandes désillusions. Et la crise du Covid n'a pas peu contribué au retour des frontières et à l'égoïsme des nations. Et donc, elle a accéléré ce désenchantement du monde qui est à l'œuvre depuis des années. Désenchantement face auquel on observe chez de nombreuses personnes, et d'abord chez de nombreux jeunes, plusieurs réactions aujourd'hui. La tentation d'un retour vers le religieux, qui est portée par le désir universel d'appartenance à une communauté et qui s'affiche en réaction à ce qu'on pourrait appeler la désacralisation de l'espace public, mais aussi la perte de tout projet messianique du politique dans les pays développés. Et puis il y a une difficulté aujourd'hui, surtout pour les jeunes, à trouver sa place, cette volonté d'exister, puis de
gagner ou de regagner dignité et considération dans notre monde hypermoderne, où chaque individu se retrouve livré à sa propre liberté et socialement définie et évaluée par sa seule capacité personnelle à agir et à se signaler aux autres. Et puis enfin, une tentation d'effacer l'histoire, tant la globalisation, en ce qu'elle affaiblit les différenciations constitutives des identités, du rapport à autrui, tant cette globalisation provoque de fortes réactions de fascination et répulsion vis-à-vis de l'Occident. Bref, les démocraties occidentales se voient profondément mises en cause. La loi, elle est toujours censée refléter la volonté majoritaire tout en protégeant les minorités. Sauf que, voilà que le minoritaire exige désormais la même reconnaissance et les mêmes droits que le majoritaire. La loi est censée refléter des valeurs solidement ancrées dans l'histoire et au demeurant chèrement payées par les révolutions et les luttes sociales. Mais voilà que les plus abouties de ces valeurs sont contestées, puisque certains, on le voit aujourd'hui dans les universités américaines, vont jusqu'à affirmer que les valeurs dites universelles devraient être rejetées, car leur universalisme serait, par essence, de nature coloniale. C'est dire que, oui, la justice n'a sans doute jamais été plus difficile à rendre, tant nos sociétés sont devenues complexes. Et plus grave encore, tant nos sociétés se sont mises à exacerber les violences ou à en générer de nouvelles. Rapidement ici, je voudrais aborder peut-être la plus dangereuse de ces menaces, le terrorisme djihadiste radical, ce qui va me permettre d'introduire la conférence de Richard Malka. Richard parlera mieux que personne de la réponse à apporter au terrorisme, notamment à travers l'exemple de Charlie Hebdo. Et pour ma part, je voudrais rembobiner le film pour simplement évoquer très brièvement les causes de ce terrorisme, parce qu'elles reflètent tout un ensemble de problèmes auxquels justement les démocraties et leur justice sont aujourd'hui confrontées. De fait, il y a des causes globales et des causes locales, un peu emboîtées comme des poupées russes. Alors la plus englobante, elle correspond à certaines crises liées à la mondialisation, les réactions de rejet, de l'occidentalisation, voire de l'américanisation de la planète, les échecs patents de la gouvernance mondiale, l'explosion de l'économie criminelle, etc. La poupée gigogne plus petite, elle reflète les crises régionales, la cristallisation des antagonismes au Moyen-Orient, le désarroi de l'Europe devant les afflux massifs de migrants, etc. Et puis on descend au niveau national, à commencer, si vous me le permettez, par la France. Le doute identitaire, les coups portés à la laïcité. Et puis après, on se focalise sur l'échelon local, la dégradation des ghettos urbains, notamment, ou bien les discriminations communautaires. Et pour finir, il faut évidemment chercher les ressorts ultimes du terrorisme actuel dans la psychologie individuelle de ceux qui basculent dans l'action violente. Aucune de ces causes n'explique à elle seule les attentats récents. Et toute explication univoque, sociale, politique, religieuse, psychologique, s'avère insuffisante. De fait, c'est toutes ensemble que ces raisons créent un contexte favorable aux attentats. C'est à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui, que sont confrontés les politiques, les policiers, les services de renseignement et les magistrats. C'est une tâche immense et indispensable pour tenir bon devant cette obscurité qui nous menace. C'est un combat parmi les plus fondamentaux de notre époque, dans lequel certains, par leur intelligence et leurs compétences, jouent un rôle éminent. Richard Malka est de cela. Et je lui souhaite évidemment maintenant la parole, avec mes félicitations sincères, personnelles, et mes remerciements pour tout ce que tu as accompli. Bravo. Alors voilà, on va attendre quand même encore quelques minutes, mon cher Richard, parce que je voudrais demander à Sam de dire quelques mots et à
après à Samuel. Non, Samuel, non. OK. Alors à Sam simplement, et ensuite on passera directement à la conférence de Richard, où j'aurai l'occasion un petit peu avant d'essayer de dire qui est ce leader, cet homme qui essaie de réinventer l'espoir. Et ça, c'est une mission qui n'est pas banale. Merci Claude. Moi, je voudrais simplement signaler ici l'extraordinaire travail de Claude Grundmann pour nous faire plaisir. On peut dire beaucoup de choses, mais pour elle, c'est juste, je ne sais pas si ce sera une justice difficile ou impossible, mais elle, c'est juste l'action. C'est juste elle qui a raison, qui nous permet de faire des conférences magnifiques. Mais c'est avec elle aussi qu'on fait une action de tous les jours. Parce qu'après tout, cette activité formidable qu'elle a ici à la Michlala de Netanya, au collège académique de Netanya, est impossible. Je ne sais pas si la justice là, mais son activité est impossible et pourtant elle le fait depuis tellement d'années, avec tellement de succès. On essaye de l'aider, alors que quelques-uns comme moi, en l'aidant financièrement, mais elle nous aide en nous procurant des étudiants pour donner des cours à des élèves dans des lycées, grâce à des gens comme Denis Charbit qui aussi passent leur temps entre les étudiants et les lycéens à les aider. Tout ça pour une meilleure intégration de nos compatriotes français en Israël. On combat tous pour le bien de ce pays, bien sûr, et des Français, si possible, et de la France qui nous est si chère, en l'occurrence de l'intégration des Français en Israël. Mais elle le fait juste avec succès, avec une action incroyable, une justesse, c'est le cas de le dire vraiment, dans toute cette action qu'elle fait en invitant des gens remarquables. Pas seulement Richard Malka, dans le passé, elle a invité d'autres gens qui ont suscité notre intérêt, notre plaisir, un bonheur constant. Je voudrais vraiment le remercier. C'est pas facile en Israël de faire ce genre de choses avec un bord de la Michlala, même s'il y a des gens formidables comme Samuel ici présent, mais qui comprend pas toujours ces choses-là. Et pourtant, elle le fait grâce à elle et son équipe. Et une chose est certaine, je ne sais pas encore une fois quelle justice est impossible ou difficile, mais l'injustice à laquelle elle nous amène à se lever, celle-là sera toujours... on se lèvera toujours contre l'injustice. Évidemment, avec l'action d'un Richard Malka, qui lui personnifie cette action et nous permettra toujours de nous lever contre l'injustice. Mais avant tout, je dirais que je voudrais remercier vraiment Claude pour toute cette action formidable que tu fais et grâce à laquelle on se retrouve avec tellement de joie. Aujourd'hui, c'est un peu plus délicat, un peu plus difficile. Mais même aujourd'hui, il y a un progrès, je crois, important qui se fait en Israël. Après tout, c'est bien la transition démocratique. Et donc, une chose est certaine, c'est que nous, Kol Israël Chaverim, l'Alliance en Israël, l'Alliance israélite universelle avec Marc Eisenberg, on sera toujours derrière toi, on sera là pour t'aider et pour contribuer par nos moyens à cette formidable entreprise que tu as réalisée depuis tellement d'années, qui nous permet d'avoir des intervenants de cette qualité. Donc merci Claude. Merci infiniment. J'ai bien fait de te demander de parler. Je ne m'attendais pas à ce que tu me dises des choses si gentilles. Merci. Alors écoutez, là maintenant, c'est le moment que moi, j'attendais depuis le début de ce cycle, puisque en lisant un petit peu les biographies et les actions exceptionnelles qui avaient été faites par un certain nombre de gens en France et en Israël, dans le domaine de la justice, incontournablement, j'ai commencé un petit peu à faire connaissance avec ces actions tout à fait hors normes, exceptionnelles, de maître Richard Malka. Alors, quand j'ai dit tout à l'heure que c'est un homme courageux et que c'est probablement la chose la plus importante, ça je l'ai appris de Simone Veil, qui me disait, tu sais, finalement, il y a une seule chose qui compte, c'est le courage. Et la manière dont lui combat pour toutes ces causes dans lesquelles il croit profondément. Alors bien sûr, Charlie, il va vous en parler. Il y a eu Dieudonné en face de Manuel Valls. Il y a maintenant Mila, dont il s'occupe. Il y a eu des tas d'autres chapitres remarquables de combats extrêmement engagés, difficiles. Et en plus, il a cette espèce d'autre aspect tout à fait remarquable et extraordinaire
c'est son deuxième créneau. Il est écrivain. Il est écrivain et il n'est pas seulement un écrivain classique. Il écrit pour des bandes dessinées. Alors ça n'est pas anodin parce que ça prouve, si vous voulez, d'une manière assez magistrale, cette espèce de distanciation intellectuelle remarquable qu'il a vis-à-vis de tous ces problèmes existentiels, de civilisation et d'une ampleur absolument formidable. Alors c'est un bonheur de vous recevoir, mon cher Richard, pour tout ce que vous faites, bien sûr. On a envie d'entendre, on a envie de comprendre, on a envie aussi de savoir la manière dont vous, en tant qu'être humain, laïque, républicain, démocrate, vous vivez tout cela, des choses très proches comme tous les gens que vous connaissiez si bien à Charlie et qui probablement vous laissent une blessure qui ne pourra, malgré toutes les opérations de justice et les autres, jamais véritablement se résorber. Donc on a très envie de vous connaître et très envie d'entendre la manière dont vous voyez tous les combats d'aujourd'hui et de demain. Alors je vous laisse la parole et puis après on va se reparler. Quelle présentation, merci Claude, je reviens quand vous voulez. Ah bah attendez, on va peut-être pas vous laisser partir. Bonjour à tous, d'abord je voudrais vous dire que je suis profondément heureux et un peu ému d'être ici parmi vous aujourd'hui, dans ce pays dans lequel j'ai tant d'attaches, tant de souvenirs, tant de familles. Et puis j'en profiterai, vous ne m'en voudrez pas, pour adresser un petit baiser tendre à mes 4 tantes qui sont derrière, dont 3 ne parlent pas français, mais qui ont quand même souhaité être là ce soir. J'en profite aussi, évidemment, pour remercier Claude, sans laquelle je ne serais pas là aujourd'hui, mais vous non plus, vous ne seriez pas là, parce que ma venue a été un peu rocambolesque, elle a été annulée pendant quelques heures, mais j'ai compris que personne ne pouvait finalement rien refuser à Claude, et je perçois son caractère bien trempé, fait d'un mélange de redoutable charme et de persévérance douce. Alors, on m'a dit... J'ai choisi bien mes invités, hein. Je leur ai tout écrit à l'avance. On m'a dit que j'avais le droit de vous parler de ce que je voulais. Donc, j'ai décidé de vous parler de moi. Non, je plaisante, j'ai absolument horreur de parler de moi, mais ça sera quand même mon point de départ. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a eu l'imprudence d'inviter l'avocat de la liberté d'expression, donc je m'en accorderai une totale. Et bizarrement, ce que je voulais peut-être commencer par vous dire, c'est que en préparant cette conférence, j'ai eu une révélation. Et peut-être que cette date sera historique pour moi aussi. Je me pose une question que je partage avec vous. Et si la finalité des textes sacrés, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon, je vais peut-être vous heurter, mais nous sommes là dans une université, c'est le lieu où tout se débat, où toutes les idées s'échangent. C'est un lieu où, y compris les idées qui heurtent, doivent pouvoir s'exprimer à partir du moment où je le fais avec une très grande bienveillance. Mais est-ce que la finalité des textes bibliques, ce ne serait pas de produire un homme suffisamment éthique, moral, imbibé de commandements intérieurs et non extérieurs pour se permettre de ne plus croire, pour oser, pour avoir l'audace de la liberté, le vertige de la liberté, pour pouvoir se passer de Dieu. C'est ma vision des choses, c'est peut-être une vision romanesque, c'est très nietzschéen, c'est aussi la vision de Charlie Hebdo. Et c'est là que se crée cette convergence entre Lot et Charlie Hebdo que je vous expose, qui m'habite et qui m'est apparue comme une hypothèse probable. Alors évidemment, ça m'amène, possible en tout cas, et ça m'amène évidemment à Charlie Hebdo et à l'histoire de Charlie Hebdo, parce que c'est l'histoire de la transgression. On est toujours dans une dialectique avec l'interdit, avec les tabous, avec ce qu'on ne discute pas, et évidemment avec la parole de Dieu, et c'est là que ça se recoupe. L'histoire de Charlie Hebdo, l'ADN de ce journal, c'est la transgression. Vous l'avez peut-être tous en tête, nous sommes dans les années 70, Harakiri est interdit, c'est l'ancêtre de Charlie Hebdo, avec les mêmes personnes,
Cavana, Choron, Cabu, tous ceux que vous connaissez. Il est interdit parce qu'ils se sont moqués de ce qu'il y avait de plus sacré, la mort du général de Gaulle, avec cette fameuse une, balle tragique à Colombey, un mort. Charlie Hebdo, à ce moment-là, il faut trouver un nouveau titre, donc il trouve Charlie Hebdo, et puis la même équipe s'attaque à tous les tabous de l'époque. Les tabous, quels sont-ils dans les années 70 ? Le sexe, le pouvoir spirituel, l'Église, et puis le pouvoir temporel, le politique. Et ce journal va formidablement fonctionner et va rencontrer un grand succès pendant 10 ans. Et puis, on n'a pas su se renouveler, la gauche est arrivée au pouvoir, les temps ont changé, ces combats sont devenus dépassés, le journal n'a pas su s'adopter et c'est la faillite. Pendant 10 ans, il y a une interruption de publication et en 1992, ce journal paraît à nouveau avec la même équipe, mais cette fois chapeauté par mon ami Philippe Val. Et c'est là que je les rencontre. À l'époque, j'étais tout jeune avocat. Je l'étais depuis 6 mois. J'avais 23 ans. Je travaillais dans le cabinet d'un ancien ministre, Georges Kiechman, et je vois cette équipe arriver. Et évidemment, au premier numéro, il y avait déjà des procès. Il fallait donc les défendre. Et c'est là que nos sorts se sont liés. Sauf que le monde avait changé. Les tabous n'étaient plus les mêmes. Alors, il y avait toujours un peu l'Église, toujours un peu les politiques, toujours un peu le sexe. Et ils ont continué à interroger ces tabous-là. Mais les dogmes avaient migré. Et ils avaient migré plutôt vers la gauche. Ils étaient passés du camp conservateur au camp de la gauche. Et assez courageusement, ce journal ne s'est pas complu dans une bien-pensance de gauche dans laquelle ils auraient évolué de manière bien confortable, mais ils se sont attaqués à ces nouveaux dogmes. Et quels étaient en particulier ces nouveaux dogmes ? Eh bien, la question du retour du religieux, mais cette fois-ci, ce n'était plus l'Église parce que la France se déchristianisait très, très rapidement et se désacralisait, comme vous l'avez dit, mais par l'émergence de l'islam politique. Et là, on a commencé à avoir une rupture douce qui ne s'est pas trop vue au début entre Charlie Hebdo et une partie de cette gauche-là, qui s'est d'ailleurs réalisée, cette rupture, également sur la question d'Israël, avec une orientation du journal qui n'était pas du tout celle d'auparavant, mais qui était beaucoup plus équilibrée sur la question israélo-palestinienne, ce qui était totalement incompris pour une partie de la gauche. Alors pourquoi cette gauche avait adopté cette complaisance envers l'islamisme, ce qui l'a conduit à abandonner son ADN, et y compris à abandonner son ADN laïque, parce que la laïcité, c'est d'abord une valeur de gauche, parce que, entre-temps, le mur de Berlin était tombé en 1989, que la lutte des classes, la lutte pour le prolétariat, s'était passée aux oubliettes, qu'il fallait trouver de nouveaux électeurs, de nouvelles victimes, et que la gauche, avec une assez grande facilité, s'est dit on va remplacer le prolétariat par les immigrés. En d'autres termes, les nouveaux damnés de la terre, ce sont les immigrés. Les immigrés, ils sont essentiellement d'origine musulmane, et donc nous allons abandonner notre paradigme laïque pour éprouver, enfin c'est ce qu'on a ensuite appelé l'islamo-gauchisme, une certaine complaisance envers les dérives de l'islam. Cette ligne de fracture, elle s'est approfondie, mais ça a tenu pendant une dizaine d'années avec des procès qui étaient encore des procès engagés essentiellement par les intégristes catholiques et par l'extrême droite. Et puis, on arrive au tournant des années 2000. Et là, tout va changer. Jusque-là, nous étions encore les héros de la liberté d'expression encensés par la gauche. Et je parle de la gauche parce que je pense qu'en France, elle a une véritable responsabilité dans ce qu'il s'est passé. Et ce n'est pas un hasard si elle a quasiment disparu aujourd'hui, parce qu'elle n'a pas su se renouveler, parce qu'elle a abandonné son ADN, qui était la laïcité et la liberté d'expression. Et l'universalisme, évidemment, dont vous parliez, monsieur l'ambassadeur. Donc on arrive au tournant des années 2000, et nous continuons à faire exactement ce que nous faisions, c'est-à-dire
des caricatures dures sur l'islam, mais toujours en traitant l'actualité. Ça n'a jamais été gratuit, c'était toujours en réponse à une actualité. Le 11 septembre, les attentats qui en sont découlés, et puis l'immixtion du religieux dans le politique. Sauf que là, on n'était plus du tout des héros. Là, on devenait islamophobe et raciste. Nous n'avons, et je dois le dire, absolument pas compris ce qu'il se passait. Pour nous, nous avons continué à faire exactement la même chose, sauf que ce n'était plus à l'égard de l'Église catholique, mais de l'islam. Les choses ont continué quelques années comme cela, et se sont dégradées, et nous arrivons évidemment à la question et à la polémique des caricatures de Mahomet. C'est un moment historique, c'est un moment phare dans ce que l'on appelle le choc des civilisations que nous essayons tous d'éviter et pour lequel nous œuvrons tous pour qu'il n'ait pas lieu. Mais la publication des caricatures, non pas en France, et c'est ça qui est formidable, c'est que pour le monde entier aujourd'hui, l'affaire des caricatures de Mahomet, c'est une affaire française. Ça ne l'est pas. C'est une affaire danoise. Et en réalité, l'histoire commence bien avant. Et c'est là qu'on rentre dans ce que nous vivons aujourd'hui. Et tout commence avec l'assassinat de Theo van Gogh à Amsterdam. C'est le début. Et c'est le début de quelque chose que nous sommes toujours en train de vivre. Nous sommes à Amsterdam en 2004, je crois, 2005. Et Theo van Gogh, qui n'est pas un personnage très sympathique, qui a eu des positions très dures envers les juifs, envers les catholiques, mais il ne lui est pas arrivé grand-chose, réalise un film, un documentaire avec Ayaan Israeli, qui s'appelle Submission, sur la place des femmes et la soumission des femmes dans l'islam. Et là, ça se passe mal, ça se passe très mal pour lui, puisque dans une rue d'Amsterdam, un jeune Marocain intégriste l'abat de plusieurs balles, se penche sur son corps, l'égorge jusqu'à quasiment le décapiter, et ensuite lui plante 2 couteaux. Sur un des couteaux, dans le torse, sur un des couteaux, 2 menaces. La première concerne Ayaan Hirsi. On comprend la logique du terroriste. La deuxième, sur les Juifs. Pourquoi les Juifs, qui étaient complètement étrangers à cette histoire, on ne sait pas. Mais c'est la matrice, c'est le crime matrice de ce qui va se dérouler ensuite. Attentat contre Charlie Hebdo et immédiatement attentat contre l'hypercacher. Pourquoi l'hypercacher, qui n'était en rien, pourquoi les Juifs, qui n'étaient en rien associés à Charlie Hebdo? C'est toujours la même chose. Il y a une association de la liberté d'expression et des Juifs. C'est fascinant. Mais ces 2 questions sont liées depuis l'origine. Et même si vous ne vous dites pas défenseur de la liberté d'expression, peu importe. C'est comme ça que les autres vous voient. Et ils vous tuent. Pourquoi? Pour moi, je me suis longuement interrogé sur cette question, parce qu'au fond, c'est la même racine. C'est l'autre. C'est celui qui est libre. C'est celui qui est différent depuis 5000 ans. C'est celui qui ne se convertit pas. C'est celui qui ne se fond pas dans la masse. C'est celui qui reste dans sa singularité. Et c'est celui qui discute. C'est celui qui est dans l'alliance. C'est celui qui ne se soumet pas. Et la liberté, pour ceux qui ont choisi de vivre enchaînés, est insupportable, parce que ça les renvoie à leur choix. Donc ils voudraient supprimer cette liberté pour tous, pour ne plus avoir ce miroir dans lequel ils se voient, eux, enchaînés. Alors on tue Theo van Gogh et on veut tuer des Juifs. On tue Charlie Hebdo et on fait un attentat à l'hypercacher. Après l'attentat contre Theo van Gogh, l'histoire continue pour en arriver jusqu'aux caricatures. Elle migre de Hollande au Danemark, où quelqu'un se dit, un auteur très à gauche lui-même se dit, c'est pas possible, il faut apprendre aux jeunes ce qu'est vraiment l'islam. Donc je vais faire un espèce de Coran illustré, comme il y a des Bibles illustrées, pas du tout dans un sens polémique, mais vraiment pédagogique. Et il cherche un illustrateur. Mais là, la peur a déjà gagné. Et en fait, il n'en trouve pas un seul. Donc il en parle à un ami journaliste du Dylan Poston,
Et il dit, mais c'est pas possible, je n'arrive plus à trouver un seul dessinateur, pas pour faire une caricature, mais pour illustrer. Le Geelong Posten, et là aussi, c'est intéressant, l'histoire, c'est toujours plein d'enseignements. Le rédacteur en chef du Geelong Posten à ce moment-là est quelqu'un qui a fait toute sa carrière en Russie et qui a vu à quoi ça menait une société privée de liberté d'expression, au goulag. Ça se passe toujours comme ça. Il a vu les horreurs que produisait la limitation de la liberté d'expression. Et donc il réagit et il demande à des caricaturistes de donner leurs interprétations de Mahomet. Et c'est ainsi que sont publiées des caricatures en réalité assez anodines. Et là, à nouveau, on renvoie les intégristes face à leur névrose et quelques manifestations ont lieu. Mais ça ne prend pas une ampleur incroyable. Ces caricatures sont même diffusées à l'époque en Égypte, pendant le mois du Ramadan, dans un grand journal, et il n'y a aucune réaction. Et c'est là que des imams danois se disent, et on a complètement oublié cette histoire, et pendant 15 ans je l'ai plaidé, et ça n'a servi à rien. Enfin, au mois de décembre dernier, dans le procès Charlie Hebdo, on a commencé à l'entendre. C'est une escroquerie, cette histoire. Parce qu'à ce moment-là, des imams danois se disent « on va rajouter d'autres caricatures qui n'étaient pas du tout dans le journal et qui n'avaient jamais été publiées, qui provenaient de sites de suprémacistes américains. » Et donc, ils font ces faux, comme l'était le protocole des sages de Sion, et ils envoient un dossier qui a été récupéré. Tout ça a été totalement établi, reconnu, au bout de quelques semaines, parce que c'était très grossièrement fait, mais c'était trop tard. La sauce avait pris, le monde arabe s'était enflammé, il y avait des manifestations devant toutes les ambassades, des morts, et le choc de civilisation était en marche. Le procès a lieu, et ça c'est passionnant, le premier procès des caricatures a lieu au Danemark. Personne ne s'en souvient. En réalité, pardonnez-moi cette expression, tout le monde s'en fout du procès qui a lieu au Danemark. Personne n'en parle, alors que c'est une affaire danoise. Le procès des caricatures, en réalité, tout le monde estime que c'est celui qui a été fait en France contre Charlie Hebdo par la mosquée de Paris, par une association émanation des frères musulmans et par la Ligue islamique mondiale. Pourquoi ça a un retentissement en France ? Parce que c'est la France, et parce que c'est Charlie, et parce qu'en réalité, les symboles, ils sont en France. La nation qui porte, qui a inventé, qui a créé l'universalisme, qui est un universalisme qui s'oppose à un autre universalisme, l'universalisme religieux de l'islam, c'est la France. Et je vais revenir rapidement sur cette histoire. Donc ce procès a lieu, on le gagne, on pense qu'on a gagné. En fait, on n'a rien gagné du tout. Et là, il y a un retournement des choses, je fais une petite digression, qui est un retournement de l'histoire, qui est absolument fantastique et qui a lieu en France, mais qui a lieu bien au-delà du sol français. Pendant des siècles, les hommes ont réclamé plus de liberté d'expression, partout. Ils mouraient pour ça. Et ils étaient emprisonnés, jugés, décapités pour ça, écartelés. On peut parler du chevalier de la barre. Et ils se confrontaient au pouvoir spirituel et au pouvoir temporel, au roi et à l'Église, qui empêchaient la liberté d'expression avec leurs bras armés, la justice et la police. Et bien maintenant, c'est l'inverse. C'est la justice qui protège la liberté d'expression et dont tous les procès qui ont eu lieu depuis Houellebecq et sa religion la plus con du monde, jusqu'à Charlie Hebdo et bien d'autres, c'est la justice qui à chaque fois nous donne raison et protège la liberté d'expression, c'est la police qui nous protège, et c'est le peuple qui demande des restrictions de la liberté d'expression en matière religieuse comme en bien d'autres matières. Dans les universités françaises ou dans les universités américaines, on ne peut plus être invité quand on ne pense pas comme il faut. J'espère que ce n'est pas le cas dans les universités israéliennes. Je ne connais pas assez précisément la situation ici, mais c'est comme ça que ça se passe.
et il y a une quinzaine de personnes invitées, puis décommandées, parce que en France, c'est des personnes de premier plan, Mohamed Sifawi, Sylviana Gazinski, Caroline Fourest, parce qu'elles ne correspondaient pas au nouveau dogme d'une certaine gauche. On interdit aux États-Unis le livre de Woody Allen. Il n'a jamais été condamné, mais ce n'est pas politiquement correct. Il est publié en France. On en arrive à vouloir interdire Blanche-Neige. Alors, d'ailleurs, c'est une vieille histoire, parce que déjà dans les années 70, on voulait interdire Blanche-Neige parce qu'il y avait le récit d'une relation adultérine. Aujourd'hui, on veut interdire Blanche-Neige parce que le prince a donné un baiser non consenti à Blanche-Neige. On sombre dans la folie la plus totale et on en arrive au cas de cette jeune femme que vous avez évoquée, cette jeune femme de 16 ans et demi qui ne peut plus sortir de chez elle, dont l'école, qui a été exclue par le système éducatif français parce qu'on disait qu'on ne pouvait plus la protéger, et là encore, c'est passionnant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ça fait 20 ans, en réalité, que ces problèmes-là existent, d'abord pour les Juifs. En 2002, le rapport Robin nous dit, mais dans tout un tas de territoires français, les proviseurs convoquent les parents et disent aux Juifs, il faut que vos enfants partent, parce qu'on ne peut plus assurer leur sécurité. Dans l'école publique, c'est la plus grande administration du monde. Du monde. Je crois que la deuxième, c'est les chemins de fer chinois. Et dans la plus grande administration du monde, on ne peut plus protéger les écoliers juifs. Par trois fois, François Fillon a enterré le rapport Aubin et n'a pas voulu le publier. Ce qui arrive aux juifs arrive aux autres, immanquablement. Et 18 ans plus tard, eh bien, ça arrive aux libres penseurs, en l'occurrence à une adolescente qui, dans un dialogue de cours de récré, avec une dizaine de personnes, se fait insulter à raison de sa sexualité et répond de manière évidemment vulgaire, mais elle était parfaitement dans son droit de faire ce qu'elle voulait au Dieu des uns ou au Dieu des autres. Elle ne peut plus aller à l'école. Elle est ensuite exfiltrée de l'école publique pour aller dans un internat militaire. Et au bout de 6 mois, l'armée de la 5e puissance nucléaire mondiale nous dit « Ah mais non, mais nous non plus, on ne peut plus assurer sa sécurité, il faut qu'elle rentre chez elle. » On est chez les fous. Et ça, c'est une parole de notre président Macron concernant l'affaire Mila. On est devenu fou. Et on en est. Et si vous interrogez, et c'est effrayant, et c'est terrifiant, et c'est ce qu'on retrouve dans tous les dossiers que je vais plaider dans une semaine de retour de Paris, absolument 100% de sa génération considère que Mila a eu tort, qu'elle n'aurait pas dû dire ça. C'est terrifiant. Et nous, de nos générations, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas transmis nos valeurs. On a oublié, parce qu'on pensait que c'était acquis, que le génie de la critique de Dieu, c'était un apprentissage. On ne respecte pas les croyances. C'est une folie de penser ça. On respecte les êtres humains. C'est ça le choix de l'humanité. On respecte les êtres humains, quelles que soient leurs croyances, mais pas leurs croyances. Chacun de vous ici pense différemment. Si je devais respecter chaque croyance de chacun de vous, on ne pourrait plus discuter de rien du tout. S'il y en a un d'entre vous qui croit à Zeus, je ne vais pas respecter sa croyance en Zeus. Ce n'est pas pour ça que je serai raciste envers les Grecs. S'il y en a un d'entre vous qui croit dans les fantômes, c'est son droit. Je le respecterai lui, mais pas ses croyances. Les croyances, ça se discute, ça se débat. C'est ça l'altérité. Et quand on n'accepte plus que l'on débat de ses croyances, alors on se dit offensé. C'est cette fameuse théorie de l'offense, c'est le mot de cette nouvelle génération. Et si on est offensé, on arrête de discuter, on se replie, on se recroqueville et on devient agressif et on devient violent et on se dit légitime à menacer de mort. Nous en sommes à 100 000 menaces de décapitation d'une gamine de 16 ans et demi avec des envois de têtes décapitées. Et les gens qui font ça, quand ils sont ensuite interrogés par les policiers, ne comprennent même pas ce qu'on leur reproche. Ils vous disent « Non, mais monsieur, on faisait de l'antiracisme. C'est notre liberté d'expression, de menacer de mort. » Donc on est dans une confusion complète, avec une totale
perte de repères. Et c'est donc un peu comme si toutes ces nouvelles générations réclamaient des restrictions de la liberté d'expression. Et ça me fait furieusement penser à cette phrase de Dostoïevski. Il n'y a rien que les hommes préfèrent à la liberté, si ce n'est l'esclavage. C'est comme si on était perdu, qu'on avait besoin de repères et qu'on cherchait de nouvelles chaînes. Et qu'après des siècles, pour s'en débarrasser de ces chaînes-là, eh bien on se retourne aujourd'hui contre la justice, la police, l'État, qui protège encore ses valeurs et ses libertés, pour dire on en veut moins. Restreignez la liberté d'expression, ne permettez plus la critique de tel ou tel de la religion. Mais c'est dans tous les domaines aujourd'hui. Tout le monde se dit offensé et veut limiter la liberté d'expression sur ce terrain-là. Alors, j'en reviens à ma ligne directrice et à ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo, mais vous avez compris qu'au travers de cette histoire-là, c'est toutes nos valeurs dont il est question, et c'est la civilisation que nous voulons, et aussi notre rapport à Dieu qui est en cause. Pourquoi le blasphème ? Au fond, pourquoi c'est si important et c'est si français ? Pourquoi cette histoire-là est française ? Pourquoi ce combat majeur, c'est la mère de toutes les guerres, se déroule en France et nulle part ailleurs ? Nous sommes le pays, la France, qui a inventé la laïcité, qui a inventé l'universalisme. C'est une histoire que m'a racontée Elisabeth Badinter et je vais la synthétiser très vite. Mais c'est une affaire passionnante. Ça se déroule en 1740. En 1740, vous avez un physicien absolument génial, inventeur de la physique quantique avec un siècle et demi d'avance, et qui a lui aussi une révélation, une illumination. Il pense que la Terre n'est pas totalement ronde, qu'elle est aplatie en ses deux extrémités, qu'elle n'est pas totalement sphérique. C'est un scandale monumental. Pourquoi ? Parce que l'Église avait fini par dire, à poser comme dogme, que la Terre était ronde. Donc là, on vient dire à l'Église, vous vous êtes trompé. Sauf que le problème, c'est que la science peut se permettre de se tromper. Elle avance par ses erreurs, elle se remet en cause. L'Église, non. L'Église, elle procède par vérité révélée. Et donc, c'est la panique totale du côté du pape. Et le scandale est tel que Louis XV décide d'envoyer 2 expéditions, dont elle confie une d'entre elles à Maupertuis, pour aller aux 2 pôles et pour vérifier si la Terre est tout à fait ronde ou si elle est aplatie en ces 2 sphères. Maupertuis y va, il fait ses mesures, pas de peau, c'est aplati en ces deux extrémités. La Terre n'est pas tout à fait ronde. Le séisme est colossal. Et c'est le début de notre monde, d'une révolution totale de la pensée. C'est les prémices de la pensée occidentale. Et nous sommes... Pourquoi ? Parce que quelques années plus tard, une dizaine de personnes, les encyclopédistes, Rousseau, d'Alembert, Diderot, vont se réunir. Et ils vont changer le monde. Ils vont se dire, on va faire comme Maupertuis. On va appliquer la raison à tous les domaines des activités humaines, aux lettres, à la philosophie, aux mathématiques, aux sciences. Avant cela, la faculté de la Sorbonne envoyait des censeurs, des inspecteurs, pour vérifier que les pensées dans tous ces domaines-là étaient conformes aux dogmes religieux. Et là, ils se dispensent des dogmes religieux et ils écrivent l'encyclopédie dirigée par la raison. Et ça va être immédiatement mis à l'index par le pape, décrété hérétique, parce que ça change tout. Et en quelques années, on va passer des valeurs aristocratiques, la gloire par les armes, la vulgarité du travail, l'absence de transmission des connaissances, aux valeurs bourgeoises, le travail, l'école, la transmission des connaissances. Et en quelques années, tout va changer. Il va y avoir des revendications pour l'égalité des femmes et des hommes. C'était impensable. Nous sommes au XVIIIe siècle. Il va y avoir des revendications pour l'égalité pour les Juifs. C'était impensable. Il va y avoir des revendications pour la fin de l'esclavage. Nous sommes en 1850-1860. Il va y avoir des revendications pour abolir la peine de mort. Beccaria, quelques années auparavant, on écartelait
en place publique. C'est-à-dire que ces hommes ont décidé de se débarrasser de Dieu, en tout cas dans le domaine public. Ils ont décidé de penser le monde sans Dieu. Et cette pensée va essaimer à travers toute l'Europe et jusqu'à son extension américaine, qui n'est qu'une extension de l'Europe. Et ça va tout changer. Et les enfants et les révolutionnaires français ne sont que les enfants de ces encyclopédistes quelques années plus tard. Et la Révolution française, le premier droit qui va être consacré, c'est la liberté d'expression. Et pour la première fois au monde, en 1789, va être consacrée comme une liberté fondamentale la liberté d'expression dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec cette formule merveilleuse que l'on doit à Mirabeau: c'est l'un des droits les plus précieux de l'homme. C'est le seul droit qui est ainsi qualifié. Pourquoi ? Parce que sans liberté d'expression, il n'y a aucun autre droit. C'est l'architecture des libertés. Et en 1791, 2 ans plus tard, la France est le premier pays au monde à abolir sa législation sur le blasphème. Et la même année, et on retrouve ce parallélisme, le décret sur l'égalité des Juifs. Toujours, ces deux questions se retrouvent liées dans l'histoire. Un siècle plus tard, là on est dans la proclamation des droits, et puis on passe à un droit concret. Un siècle plus tard, nous sommes en 1881, la Troisième République, la grande loi sur la liberté de la presse. Les mêmes débats ont lieu que ceux qui ont lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et vous avez l'évêque d'Angers qui dit « la liberté d'expression, c'est très bien, sauf quand ça concerne Dieu. Il faut un délit d'outrage à l'égard de Dieu. » Et Clémenceau lui répond « mais Dieu est bien assez grand pour se défendre soi-même, il n'a pas besoin de l'Assemblée nationale. » C'est exactement les mêmes débats qui auront lieu au moment de la publication des caricatures et les mêmes mots qui seront prononcés par Soeb Bencherh, le moufti de Marseille, l'imam de Marseille, qui dira « mais un musulman qui pense que Dieu a besoin de lui et ne peut pas se défendre tout seul s'il est caricaturé n'est pas un bon musulman. Dieu est au-dessus de tout cela. » Cette proclamation est faite et on en arrive, mais il y a une continuité dans tout ça, il y a une logique, à 1905 et évidemment à la loi sur la laïcité. Tout est lié. Et dans un pays laïque, évidemment que l'on peut blasphémer. Sinon, ce serait complètement contradictoire. Puisqu'on met Dieu en dehors de la cité, ce n'est pas les affaires publiques. Chacun croit, ne croit pas, fait ce qu'il veut, mais on a le droit de critiquer comme l'on veut. Ce sont dans les théologies. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la loi israélienne sur le sujet, mais ce sont dans les régimes théologiques que l'on n'a pas le droit d'injurier Dieu et de parler de Dieu comme l'on veut. 3 pays au monde sont laïques. La France, la Suisse et la Turquie kémaliste. Malheureusement, il n'y en a plus que 2 aujourd'hui. Alors voilà, quelle est cette histoire de France qui fait que nous le voulions ou pas, nous sommes en première ligne de cette guerre de civilisation. Et ce qui est intéressant, c'est que qui se retrouve en première ligne de cette guerre qui a lieu en France? Qui combat? Par les hasards de la vie, je me suis retrouvé dans cette position-là, et puis aussi parce que cela faisait évidemment écho à mon histoire personnelle. Pourquoi suis-je si attaché à cette laïcité? Pourquoi cette histoire résonne particulièrement chez les Juifs de France? Parce que nous en avons bénéficié. Parce que grâce à la laïcité, on ne nous a pas toujours renvoyés à notre religion, à nos différences, à nos particularismes. C'est exactement les raisons pour lesquelles, vous le savez, j'ai adapté il y a quelques mois le récit de Robert Badinter sur sa grand-mère Idis. Je l'ai adapté, c'était un livre qui a eu beaucoup de succès et que j'ai adapté en bande dessinée, et qui raconte pourquoi ces Juifs, au tout début du XXe siècle, du fin fond de la Bessarabie, où personne ne savait ce qu'était la France, pourquoi ils ont choisi d'immigrer en France. Ils ne connaissaient absolument rien de ce pays. Certains décidaient d'aller aux États-Unis. C'était le début du sionisme. Certains, mais assez peu, ont décidé de venir en Palestine à l'époque. Et puis, beaucoup ont décidé de venir en France. Pourquoi la France? Parce que c'est la laïcité. Parce que pour eux, c'est l'universalisme.
parce qu'au moins sur le papier, c'est la République de l'égalité des droits, parce que c'est la France de Victor Hugo, parce que c'est la France du capitaine Dreyfus, où seule une moitié de la France était antisémite. Et pour eux, ça voulait dire que l'autre moitié ne l'était pas. Et c'était incroyable qu'il y ait un pays au monde dont une moitié des gens défendaient les Juifs. Donc ils se sont dit, mais c'est ce pays-là, c'est dans ce pays-là qu'il faut aller. Parce qu'il y avait cette idée que tout le monde était égaux, quelle que soit sa religion. Et ça, c'est l'idée de la laïcité. Au fond, pourquoi c'est si important ? Et pourquoi je me bats tant ? Parce qu'il y a cette résonance-là. Parce que j'aimerais l'offrir aux jeunes générations, et en particulier aux enfants d'immigrés. Mais encore faut-il qu'ils acceptent, eux, de ne pas se définir à travers leur seule identité religieuse. Et c'est ça l'idée de l'universalisme et de l'émancipation. C'est la condition pour vivre ensemble. C'est un rêve, c'est un espoir, c'est une nouvelle frontière. Alors peut-être que l'humanité n'est pas prête à ce rêve-là. Nous avons créé cette transcendance-là qui a fonctionné. Je rappelle quand même qu'en 1905, ça ne s'est pas fait comme ça. On a envoyé l'armée aux prêtres et à l'Église. On a confisqué leurs biens. On a réalisé des inventaires. C'est un combat, la liberté. Être libre, garder son esprit critique, on n'abandonne pas ses valeurs. Ça se fait pas dans la paix. Non, c'est un combat de tous les jours à l'intérieur de soi-même et à l'extérieur de soi-même. Et ça veut dire la condition pour parvenir à cet universalisme, il y en a une seule en réalité. Cet universalisme qui fait prévaloir le droit des hommes, la loi des hommes, sur la loi de Dieu, on en revient à Lot. Vous voyez, il y a un lien. Il y a une condition, au-delà de l'aspect juridique des choses, c'est que nous nous définissions tous d'abord comme un être humain. Pas comme un juif, pas comme un musulman, pas comme un homme, pas comme une femme, pas comme un noir, pas comme un blanc, pas comme un homosexuel, pas comme un hétérosexuel, mais d'abord comme un être humain. Et à partir de ce moment-là, alors on peut vivre avec l'autre. Mais si on se définit d'abord comme étant juif, musulman, homosexuel, hétérosexuel, alors là, on reste chacun dans sa communauté. Là, on ne va pas vers l'autre. Là, on peut vivre ensemble, on peut vivre à côté les uns des autres. C'est le principe de la société communautarisme, mais pas ensemble. Parce que forcément, vous allez vous confronter à un moment. Nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains. Alors après, on a plein d'identités secondaires. Mais c'est ça, ce rêve de l'universalisme. Et peut-être que le judaïsme, et c'est ma lecture des textes, nous amène à cette pensée-là aussi, à cette pensée universaliste. Alors j'en aurai fini dans quelques instants. J'essaie, à ma place, de porter ma petite pierre à ce combat-là. Et je crois que si vous êtes ici tous, c'est que peut-être vous avez envie d'accompagner ce combat et vous aussi d'amener votre petite pierre pour participer aux Lumières, pour vous battre contre ce cancer qui ronge nos sociétés, qui demande moins de liberté, contre ce cancer qu'est le terrorisme, qui est le fruit de cette pensée totalitariste, qui est le fruit de l'immixtion violente, radicale du religieux dans la société. Et je sais que ces questions se posent aussi en Israël, que cet assemblage entre religieux et laïcs, c'est compliqué partout dans le monde. Mais ce que je sais en tout cas, et je me baladais dans les couloirs avec vous, Claude, et je voyais un portrait d'Einstein. Et ça m'a rappelé une phrase d'Einstein que nous devrions tous avoir en tête, tous les jours de notre vie. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et c'est, je crois, la réalité. Si la réponse à Mila, ce n'est pas le silence, c'est 100 000 Mila. La réponse à Charlie Hebdo, parce qu'on nous dit exactement la même chose, mais arrêtez de faire vos caricatures, arrêtez,
laissez-nous tranquilles. Ce n'est pas ça la réponse. La réponse, c'est qu'à l'époque du procès, en 2007, si tous les journaux avaient publié les caricatures, alors il n'y aurait pas eu d'attentat. Il n'y aurait même pas eu de procès. Ce qui fait que nous sommes solitaires, donc faibles, donc dans le viseur, c'est que nous sommes seuls. Si nous étions des milliers, des dizaines de milliers, si tous les journaux se rassemblaient, si nous nous rassemblions autour de ce principe simple, on ne menace pas de mort quand on n'est pas d'accord. Il y a d'autres manières d'exprimer son désaccord. On est pour la liberté d'expression. Et blasphème, c'est pas très grave. Dieu se défendra tout seul. Et puis si on n'a pas envie de lire Charlie Hebdo, on n'achète pas Charlie Hebdo. C'est pas compliqué. Si nous nous retrouvions autour de ces principes-là, alors nous serions beaucoup moins faibles. Les terroristes seront toujours une minorité. C'est la peur qui est notre véritable ennemi, c'est la solitude. Et nous sommes des bergers. Je crois que c'est notre essence de l'être. Alors restons-le, soyez-le, et merci à tous. C'était très belle leçon d'humanité. Et vraiment, c'est formidable d'avoir quelqu'un qui ne peut pas rester en dehors de toutes ces injustices et de toutes ces privations et de tous ces malheurs du monde qui sont dus véritablement à une rigidité qui est insupportable. Ce qui est certain, c'est qu'on a les mêmes problèmes ici et qu'on probablement on va pouvoir s'inspirer les uns des autres de nos combats respectifs. Alors, mon cher Richard, avant qu'on se quitte, il y a une tradition dans les universités, c'est de remercier d'une certaine manière nos conférenciers, les gens qui sont venus nous voir, nous apporter cet éclairage complètement fulgurant sur ce grand problème. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand notre Premier ministre Yitzhak Rabin avait été assassiné, Bill Clinton avait inventé cette manière de lui dire au revoir, ça s'appelait Shalom Chaver. Et nous, on a été obligés d'expliquer au monde entier ce que c'était qu'un chaver. Alors, un chaver, au départ, de manière directe et classique, c'est un ami. Et puis aussi, ça veut dire beaucoup plus en Israël. Parce que, par exemple, lorsque nos jeunes vont à l'armée, et ils passent quand même 3 ans, entre 18 ans et 21 ans à l'armée pour les hommes, et puis 2 ans pour les femmes, il y a un concept très fort qui s'appelle chevre, c'est-à-dire chaverim au pluriel, et qui veut dire que finalement on est ensemble parce qu'on se fait confiance, parce qu'on est là les uns pour les autres, parce qu'on peut aller se battre ensemble, parce qu'on sait qu'on va faire attention, parce qu'on sait qu'on est responsables les uns des autres, parce qu'on sait qu'on est solidaires les uns des autres et qu'on peut aller se battre en ayant la certitude que l'autre sera pour nous. Et ça, c'est très important. Et puis, la dernière chose, si vous voulez, c'est que la racine étymologique de chaver, c'est chibour. Ça veut dire le lien, un lien très très fort qui s'établit précisément au travers de cette amitié. Alors, on a pensé que ce serait bien qu'on puisse vous appeler chaver. Et je vais vous remettre cette petite et très modeste remerciement avec ce petit diplôme de chaver du Collège académique de Netanya. Et c'est moi qui vous remercie. Voilà. Merci à tous. Merci. Je vous donne rendez-vous le 14 novembre prochain pour un grand hommage à Gainsbourg. Dans notre prochain cycle, on va vous en parler, on va vous envoyer des mails, des explications, de la télévision, des radios sur la créativité. Merci infiniment d'avoir été là. Merci.